Aujourd'hui à Jeune Culture, on longe le fleuve Saint-Laurent pour vous parler de navigation. Bruno Boissonneau, on se retrouve ici au bord du fleuve à Grondines pour parler navigation. Vous êtes un pilote du Saint-Laurent, de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Ça couvre quoi exactement quand on parle du fleuve central? On a un territoire qui s'étend de Québec à aller jusqu'à Montréal. La circonscription a été divisée en 2 secteurs à Trois-Rivières juste dans les années 60 pour réduire la durée des voyages qui étaient autrement trop longs et qui ne devenaient pas sécuritaires. Donc, on a divisé ça à Trois-Rivières. Il y a un changement de pilote qui s'effectue là, puis il y a un autre collègue qui prend la relève jusqu'à Montréal ou un autre port là, en aval de Montréal. Et là, c'est très fascinant. Je suis bien contente de parler avec un pilote parce qu'on est dans une région où il y a eu beaucoup de pilotes dans l'histoire, des pilotes du Saint-Laurent. Et vous, d'ailleurs, vous venez d'une famille de pilotes. Ça vient d'où cette passion pour la mer? Bien, souvent, je sais que dans le secteur de Port-Neuf, il y avait beaucoup d'agriculture. Puis souvent, à un moment donné, il y avait des familles nombreuses, fait que ça poussait des gens plus vers le fleuve que vers l'intérieur, sur les terres. C'est un peu le même cas dans ma famille. On est natif de l'île d'Orléans. Puis, c'est ça, mon grand-père, il a commencé à naviguer à l'âge de 16 ans, dans les années 20. Et puis, ça l'a amené au terme de ses voyages au long cours à chercher un emploi dans le coin. Puis, le pilotage, il y avait des demandes dans ce temps-là. Alors, il y a un Boissonneau sur le fleuve depuis 1936, aller jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez de la relève dans votre famille? J'ai un frère qui est pilote aussi, incidemment, okay. Oui. Et lui, il a 2 fils. Il y en a un qui est médecin, l'autre est aux études. Et puis, moi, j'ai 2 filles, donc de 7 et 10 ans. On n'est pas sûr encore là s'il va y avoir un quatrième pilote. Une 4e génération. C'est ça. Ouais. Bien, c'est le fun parce que dans Port-Neuf, ça fait un bout. Moi, je me fais parler souvent que la navigation sur le fleuve dans le secteur de la MRC de Port-Neuf est particulièrement difficile. Quels sont les enjeux de navigation dans ce coin-ci? Bien, il y a une grande partie du chenal là, dans la MRC de Port-Neuf qui n'est pas à l'état naturel, donc qui a été dragué au fil des années. Un endroit, entre autres, qui est très spécial, puis souvent, les gens, c'est méconnu. À part ceux qui sont déjà retrouvés sur le fleuve, c'est le secteur des Rapides Richelieu qui est situé en face de Deschambault. C'est un rapide, là, comme dans une petite rivière en canot, où est-ce qu'il y a une différence d'élévation. Donc, on descend. Quand l'eau est basse, là, la marée est basse, bien, on descend un rapide, comme on le fait en canot, mais avec des bateaux de 300 mètres. Alors, c'est assez particulier. Puis, pour cette section-là, ils ont dû dynamiter une partie du chenal. Ah oui? Donc, à l'extérieur du chenal, il n'y a pratiquement pas d'eau. Donc, on pourrait théoriquement pas s'échouer parce que si on enlevait l'eau du fleuve, ça ferait un petit peu le même effet qu'une gouttière. Le chenal de navigation dans ce secteur-là, qui fait 1 mille de long. C'est pas tellement long, mais c'était une passe infranchissable avant, là, ça, là, sans les marées. Ah oui, OK. Ça nous permet de naviguer avec des navires de plus fort tonnage là, jusqu'à Montréal. Puis vous, dans votre formation de pilote, vous apprenez les enjeux de cette section-là du fleuve particulièrement? Est-ce qu'il y a des... Oui. C'est ça, dans votre formation, là, il y a des secteurs du fleuve qui sont... C'est pour ça aussi qu'on se spécialise dans une section. Comme Québec à Trois-Rivières, c'est 71 000 nautiques. Et puis, pour un cerveau d'être humain normalement constitué, c'est pas mal la limite. C'est le max. Oui, c'est pas mal la limite. Parce que notre examen, une partie de notre examen, c'est une feuille blanche. Puis, c'est dessine-nous 12 000 nautiques de chenal à partir des connaissances que tu as dans ta tête. Wow. Ça l'inclut le positionnement des églises qu'on sert pour piloter, les feux, le chenal, les profondeurs, les courants, tout ça. Puis comme corrigé, bien, on le juxtapose à une carte nautique, puis on regarde si le candidat a bien retenu ce qu'il doit savoir sur le chenal. Fait que de dire qu'on a des cartes marines parlantes, comme ça a déjà été cité, c'est pas faux, là, c'est ça. Exactement. Puis ça, j'apprends ça. On navigue, entre autres, à partir des clochers d'église. La façon qu'on explique aux candidats qui commencent leur formation, c'est que les fenêtres d'abord, le radar ensuite et la carte électronique après pour corroborer le tout. OK. Mais d'abord, c'est du haut visuel qu'on pilote. Donc, si je vous dis que
Il y a le clocher, les clochers de l'église de Deschambault se séparent. Lorsque je descends sur un bateau, je vais changer de course pour m'aligner quasiment sur le quai de Portneuf. Alors, c'est comme ça. Ça a été visuel. C'est des connaissances qui sont passées. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui coupe un immense pin dans un champ. C'est ça, j'allais vous dire, là. Ou une rangée de pommiers dans un verger pour venir nous enlever quelque chose qu'on servait pour travailler. Ça paraît anodin, puis souvent folklorique, mais ça fonctionne encore beaucoup comme ça. Heureusement ou malheureusement, il y a des tours cellulaires qui poussent partout à gauche et à droite, qui sont munis de feux lumineux. Donc, la nuit, on a d'autres marques qu'on appelle. C'est moins cute, par exemple. C'est pas mal moins folklorique qu'un clocher d'église ou un pommier ou des terres agricoles. Ben oui, absolument. Ouais. Et là, la Corporation des pilotes, ça existe depuis presque 150 ans. Vous allez fêter votre 150e en 2023. Ça a été essentiel à un certain moment de l'histoire de fonder ça. C'était devenu nécessaire parce qu'il fallait se regrouper pour pouvoir faire valoir des enjeux de sécurité auprès des autorités. Vous savez que le transport maritime, c'est de compétence fédérale. Donc, on avait besoin de se regrouper pour parler d'une seule voix, les pilotes, quand ça a été créé en 1873. Puis c'est tout aussi pertinent aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. On pense qu'avec la navigation électronique, les cartes électroniques, l'intelligence artificielle, tout peut remplacer l'œil et la prise de décision d'un être humain, mais on le constate, nous, à tous les fois qu'on est sur le fleuve, que c'est pas si simple qu'un calcul algorithmique, là, ce qu'on fait. C'est ça. Alors, le but de fonder une corporation, c'est comme une association pour, justement, être capable de véhiculer un message qui est unique et puis qui fait consensus au sein des pilotes. Et puis, c'est super intéressant parce qu'on peut continuer la transmission du patrimoine oral de pilotage via la corporation. Exactement. Merci beaucoup, M. Boissonneau. Ça fait plaisir. Saviez-vous que Portneuf a été un lieu de construction important pour plusieurs navires au 18e et au 19e siècle? Entre 1760 et 1825, de nombreux chantiers navals se développent, principalement à Portneuf et à Deschambault. Le remplacement stratégique en face de Lotbinière permet de créer des liens entre les villages côtiers des deux rives du Saint-Laurent, répondant aux besoins des navigateurs et des marchands. Puis, en 1840, on assiste à la création d'un chantier majeur à Neuville. Vous voyez d'ailleurs derrière moi les vestiges de chantier dont la jetée de pierre fait partie. En 40 ans, on y construit plus de 80 navires. Près de 150 ouvriers y travaillent, dont la moitié réside au village. La majorité des goélettes à 3 mâts sont vendues en Angleterre et la plus longue jamais construite, le Calumet, mesure 216 pieds de long. C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle que commence le déclin de l'industrie navale au Québec. Elle diminue progressivement jusqu'en 1920 où l'automobile détrône officiellement le bateau comme moyen de transport. Néanmoins, la région demeure intimement liée au fleuve Saint-Laurent avec tous ses pilotes qui parcourent encore les côtes portneuvoises. Monsieur Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société d'histoire de Neuville et on se retrouve aujourd'hui à l'église tout près d'une maquette que vous venez de recevoir, la maquette du bateau l'Atalante. Exactement. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce bateau? Le bateau, c'est une frégate du chantier maritime de Toulon en 1740. Elle a commencé à être construite en 1740. Elle a été lancée en 1941. Elle a participé à différents combats un peu partout. Elle est allée aux Antilles. Elle est retournée en France, puis on la revoit en 1956, en 1756, où là, elle est à Louisbourg. Elle se bat contre des Anglais, puis ils ont, semble-t-il, fait une bataille absolument exceptionnelle par une manœuvre subtile. Ils ont battu un bateau anglais qui était de beaucoup plus lourdement armé. Puis ensuite, ils sont repartis vers la France. Puis c'est en 1759 qu'elle part du port de Rochefort, en Charente-Maritime. Et là, c'est Vauquelin qui est capitaine. Ils s'en viennent à Québec pour accompagner trois navires qui apportent du matériel, puis des... Ils viennent ravitailler le régime français, voilà, qui sont en place. Ils s'en viennent à Québec, au port de Québec. Ils s'en viennent à Québec pour ça. Ils arrivent à Québec en 1759, donc à la veille de la bataille des Plaines d'Abraham. Puis là, il s'en va avec le chevalier de Lévis à Montréal. Au moment où il revient pour ce qu'on a appelé la bataille de Sainte-Foy en 1760, et il s'en vient à L'Anse-au-Foulon. Il arrête à L'Anse-au-Foulon et là, il voit arriver un navire anglais,
Mais il ne s'en occupe pas trop parce que c'est un navire, puis il n'est pas plus armé qu'eux, donc il ne s'inquiète pas trop de ça. Mais après, il en arrive un deuxième, et là, ça commence à être plus inquiétant. Et Lévy, lui, transmet le message de s'enfuir. Mais le message, il tarde à arriver pour toutes sortes d'affaires. Il y a un bateau qui s'échoue, les marées sont contraires. Puis il reçoit le message tardivement, puis là, il essaie de partir vers Montréal. Il suggère à 2 ou 3 petits navires qui l'accompagnent de s'en aller dans l'embranchement de la rivière Cap-Rouge. Puis lui, il dit, moi, je vais continuer pour faire diversion. Mais il y a 2 navires anglais qui le poursuivent et qui le bombardent de l'eau. Et là, il voit que rendu à la hauteur de Neuville, il s'aperçoit qu'il n'y aura pas le temps, il va être rattrapé. Donc, il s'en vient s'échouer à Neuville, approximativement devant l'église ici. Donc, il s'échoue volontairement. Il s'échoue volontairement pour sauver le plus possible de son équipage. On dit qu'on lui a tiré jusqu'à 850 coups de canon sur le bateau. Donc, il y a eu une bataille, en quelque sorte. En fait, on a appelé ça la bataille de Neuville, puis c'est l'ultime bataille de la conquête. Le lendemain, ils l'ont incendié. Je ne peux pas croire qu'ils étaient équipés à cette époque-là pour sortir les canons du vaisseau. Donc, selon nous, il y en a encore, là. OK. Puis comme le bateau, nos vieux disaient qu'à marée très, très basse, ils voyaient encore le mât principal. Wow. Ils voyaient sortir le mât principal. Mais ça fait 100 ans de ça. C'est ça, c'est la tradition orale qui nous fait dire dans les contes et légendes de Neuville, à savoir, oui, il y aurait une épave. Il doit être probablement profondément envasé maintenant à cause du poids des canons, puis des marées, puis Donc, la Société d'histoire fait actuellement des démarches auprès de Parcs Canada. En fait, on a vérifié auprès de Parcs Canada qui dit, eux autres, sont intéressés à faire ça, mais naturellement, ici, il y a des complications. Le fleuve appartient au fédéral, la grève appartient au Québec, puis le navire appartient à la France. Donc, pour aller jouer dedans, il faut avoir l'autorisation de la France, l'autorisation du Canada et l'autorisation du Québec. Si on réussit à convaincre la Ville de faire elle-même les démarches, il y aurait probablement plus de succès que nous, en tant que Société d'histoire, de faire une demande comme ça. C'est ça. Ça fait qu'on va travailler là-dessus au cours des prochains mois, là, voir si on peut arriver. C'est un objectif vraiment intéressant pour la Société d'histoire. Et là, en attendant de pouvoir voir cette épave, vous avez fait faire une maquette. Donc, directement arrivée d'un artisan de Saint-Jean-Port-Joli, c'est ça? C'est ça. Pour commencer, on a communiqué avec le Musée de la Marine à Paris pour vérifier s'ils avaient quelque chose sur cette frégate particulière. Donc, les plans de cette frégate. Voilà. Ils nous ont référés au Musée maritime de Toulon, où était le chantier maritime. Et là, ils nous ont dit, on n'a pas de plan de cette frégate précisément, mais c'est une frégate de premier ordre à batterie basse de 34 canons. 8 canons de 12 livres, 22 canons de 8 livres et 4 canons de 4 livres qui tirent des boulets de ces poids-là. Et ils m'ont dit au Musée maritime de Toulon qu'il y avait une compagnie qui faisait des plans de navires de toute la flotte française du 17e au 19e siècle. Comme par le plus grand et le plus heureux des hasards, M. Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli a le catalogue de ces plans. Donc, on s'est basé sur un plan identique d'une frégate comme ça pour en arriver à cette maquette-là, qui va être exposée à l'église de Neuville. Oui, elle va être exposée ici. On va lui aménager un meuble et on va avoir un caisson de protection là, pour la protéger parce que c'est quand même une valeur. Absolument. Ben oui, on a un très bel objet d'art, de métier d'art. C'est toute qu'une technique pour faire ce genre de maquette-là et c'est vraiment intéressant pour la population de Neuville. Ils vont pouvoir venir découvrir cette épave qui est devant l'église. On ne sait où, mais on espère vraiment que vous puissiez mener à bien ces recherches. En tout cas, nous, on va suivre ça à Jeanne Culture pour voir si jamais il y a des plongeurs qui s'en viennent fouiller. Ça nous intéresse. Espérons.